bonjour à toutes et tous. Ravi de vous accueillir dans cette arène du sport où on est très heureux de passer un moment avec vous pour vous présenter ce que sera la journée paralympique 2025. Donc c'est un véritable dévoilement puisque pour l'instant on n'a pas présenté notre concept et on est ravi en tout cas de le partager avec vous aujourd'hui. On a une présentation, on a des éléments à vous partager et puis évidemment à la fin de celle-ci on sera à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourrez avoir sur le sujet. Je suis Sylvain Sabatier, je suis directeur des territoires au Comité paralympique et sportif français. Je suis accompagné de Boris Bourgogne. Je te laisse te présenter, Boris. Eh bien, enchanté, moi c'est Boris Bourgogne, je suis responsable marketing et événementiel au sein du comité paralympique également. Voilà, donc on vous propose d'entrer dans le vif du sujet et directement de parler de cette journée paralympique 2025. Pour vous parler de cette journée paralympique 2025, on va d'abord vous parler des éditions précédentes. La journée paralympique, on l'a co-construit avec le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, avec la ville de Paris à l'époque. Et donc du coup, on a commencé cette histoire en 2022, en perspective des Jeux de 2024, dans un élan de mobilisation, avec deux éditions, une sur la place de la Bastille en 2022, une sur la place de la République en 2023. Il n'y en a pas eu en 2024. Les Jeux paralympiques ont fait office de journée paralympique. C'était d'ailleurs plus qu'une journée. Et du coup, un succès populaire sur ces journées qu'on vous présentera dans les slides à venir. Et avant de vous présenter quelque chose, il y a quelque chose qui parlera mieux que nous. C'est une vidéo. C'est ici la vidéo de la journée paralympique 2022, mais qui illustre très bien ce que représente la journée paralympique. Ok, on reprend. Attends, on l'a quand même mettre sur ta tête. Gotta do it big. Gotta do it big. Gotta do it big. That's the only way to live. Gotta do it big. That's the only way to live. Come on. Et voilà en image donc la journée paralympique 2022. La journée paralympique, pardon, on l'a pas créée seulement pour se faire plaisir. En 2022, ça partait quand même d'un constat où dans quelques années, on allait recevoir les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques qui sont pas nouveaux par ailleurs, c'était juste une nouveauté de les accueillir en France. Et pour autant, la place du parasport et des para-athlètes était relativement faible dans le paysage médiatique, du moins. Et donc, du coup, on se disait qu'il fallait une journée marquante qui rassemble tout le monde, tous les acteurs du sport, du parasport. Ça dépassait cette question simple du sport paralympique et des personnes en situation de handicap, mais c'était donner une grosse journée de visibilité et vous le montrera en chiffres ensuite, mais ça a été une réussite et une réussite à l'image de ces jeux. L'histoire et la construction de tout ça a été du coup d'années en amont et on y croyait pour plusieurs raisons et avec des objectifs précis et dont le premier qui sont de promouvoir les athlètes paralympiques et le parasport. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sport à la télé, ça, dans tous les domaines, dans le sport masculin, féminin, et
très légèrement, mais minoritairement dans le sport pour les personnes en situation de handicap et le sport paralympique. Donc voilà, le premier enjeu qu'on avait, c'était de visibiliser les athlètes et les sports paralympiques, faire connaître avec les jeux qui arrivaient sur le territoire. On avait également un enjeu de contribuer au changement de regard sur le handicap. C'est pour ça que cette journée paralympique est importante aussi. Elle nous permet d'avoir des personnes en situation de handicap, avec tout type de handicap, qui viennent participer à cette journée, qui sont visibles dans l'espace public, qui prennent part aux activités. Et c'est un véritable enjeu à la fois en matière de regard que l'on porte sur le handicap, mais aussi pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à des pratiques qui leur sont avant tout destinées. On parle de très haut niveau, on parle d'athlètes paralympiques qui sont là pour présenter leur discipline, leur activité, leur fonctionnement, mais c'est aussi un enjeu de développement de la pratique pour toutes les personnes en situation de handicap qui souhaitent pratiquer en compétition, mais aussi en loisir, qui souhaitent pratiquer en proximité de chez elles. Et donc, il y a cet enjeu d'amener la pratique vers les personnes aussi, de le faire entrer dans l'espace public et de permettre de pouvoir s'y essayer. C'est un des objectifs, un des enjeux de cette journée paralympique. Un enjeu, mais que tu as commencé à citer, c'est de faciliter l'accès à toutes et tous dans la pratique sportive. En effet, comme tout sport de haut niveau, il y a toujours une vitrine. Ici, les vitrines, ce sont les Jeux paralympiques. Mais la réalité de tout ça, c'est que ça soit au bénéfice aussi de tous ces acteurs au quotidien. Et ils sont nombreux dans le sport du handicap. C'est pas que la personne en situation de handicap, ce sont les clubs pardon, qui peuvent accueillir. Aujourd'hui, ils ne sont pas tous en capacité de le faire. Et l'idée, c'est aussi de vous accompagner au travers de ça, ou en tout cas de présenter les programmes qui le permettront. Euh, et donc, pour tous ceux qui sont concernés, il y a les aidants, il y a les établissements médico-sociaux, bref, là où la pratique est, et de la rendre accessible pour chacun d'eux. Et ce que Boris précise est particulièrement important. Évidemment, vous, collectivité, au quotidien, vous œuvrez pour le développement de la pratique sportive, pour la pratique parasportive, pardon, également. On avait, avec ces journées paralympiques qui étaient pré-Jeux paralympiques, un enjeu de réussir les Jeux. Aujourd'hui, on s'inscrit vraiment dans l'héritage de ces Jeux paralympiques. C'est comment, au travers de ce que l'on a vécu collectivement pendant ces Jeux, au travers de l'impact que l'on a pu voir sur les gens, sur les personnes en situation de handicap, sur la pratique parasportive, comment au travers d'un événement, on peut aussi s'en servir pour mobiliser autour de politiques sportives, de politiques parasportives sur les territoires, comment cet événement peut être au service du développement de la pratique pour tous au sein des clubs, au sein de votre commune, comment on peut travailler sur tout ça au long cours et ça fait partie des choses sur lesquelles nous, on vous propose, et on y reviendra tout à l'heure, de vous accompagner pour que cet événement soit évidemment catalyseur dans le cadre de votre démarche, mais aussi qui s'inscrivent dans une vraie démarche globale de pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Donc, on a évoqué deux éditions qui ont déjà été organisées, le 8 octobre 2022, place de la Bastille à Paris, et le 8 octobre 2023, place de la République à Paris. Et puis en 2025, évidemment, on change un petit peu d'horizon, on part en région, et c'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, vous proposer, puisque la journée paralympique se déroulera dans une des régions de France, on ne sait pas encore laquelle, et c'est là que l'on vous propose, vous, collectivité, d'accueillir cette journée paralympique, cet événement qui restera à portée nationale, mais qui aura évidemment une répercussion sur vos territoires. Et qu'est-ce qui fait qu'une journée paralympique est attractive? La première chose, c'est qu'elle est gratuite. À l'image de tous les événements grand public qu'on produit, nous, Comité paralympique, en partenariat avec les différents acteurs que pouvait être la ville de Paris quand la journée paralympique était à Paris, mais avec vous, collectivité, quand elle sera sur votre territoire, que ce soit le Club France paralympique cet été. Et c'est important de le dire parce que c'est un grand investissement pour nous, on en reparlera en chiffres un peu après, et pour les acteurs qui nous accompagnent ou qui coproduisent ces journées. Mais finalement, la finalité, c'est quand même qu'on mobilise le plus de personnes possible, qu'on entende le plus possible de parler des parasports, des Jeux paralympiques, de visibiliser cette journée. Et pour ça, rien de mieux qu'elle soit gratuite. La gratuité rejoint la question d'accessibilité ici sur un format un peu différent, mais du coup, le premier des 6 piliers qu'on veut vous présenter, c'est que c'est un événement ouvert à tous les publics, à chacun en situation de handicap ou non, et de pouvoir y participer, en tout cas d'y avoir le droit si on le souhaite. Et on le souligne, c'est tout bête dit comme ça, mais ça va mieux en le disant, mais en communiquant sur des dispositifs d'accessibilité, sur des standards assez élevés, sur les journées paralympiques précédentes, mais aussi sur le Club France paralympique, on a pu constater que les personnes en situation de handicap venaient. En général, l'événementiel est assez excluant
par nature, la foule, les dispositifs, l'information. Tout ça ne permet pas d'avoir toutes les conditions qui réunissent pour permettre aux personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient avec leurs spécificités, encore une fois, il y a tellement de spécificités qu'on ne peut pas, avec un seul dispositif, répondre à tous les besoins. Et ben, on constatait qu'à peu près 10% des visiteurs étaient des visiteurs en situation de handicap. Là aussi, c'est dur de le chiffrer parce qu'il y a beaucoup de handicaps invisibles où toute personne qui venait n'avait pas manifesté si elle est en situation de handicap ou non. Mais en tout cas, on estimait au regard des publics présents que 10% des visiteurs étaient en situation de handicap. Et ce qui est un facteur déclencheur dans la venue aussi, on l'a constaté, c'est justement la possibilité de pratiquer. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais et ça, c'est quelque chose à laquelle on tient. Ça fait partie c'est le deuxième pilier en fait, euh, d'avoir la possibilité de pratiquer des activités physiques parasportives, que celles-ci soient ouvertes, qu'on soit sur une logique de découverte, de participation, d'interactivité. Ça, c'est quelque chose qui est fondateur dans la journée paralympique et qui permet justement de pouvoir s'essayer à des pratiques parasportives. Et c'est valable en fait pour l'intégralité des partenaires qui sont présents sur cette journée paralympique. L'interactivité, la possibilité de pouvoir échanger et participer, créer de l'engouement, créer du fait qu'il y a de l'échange en fait, que l'on apprend à se connaître et qu'on avance ensemble. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est particulièrement attentif. On était impressionné par les files d'attente interminables qu'il y avait sur les journées paralympiques pour pouvoir s'essayer à diverses pratiques et on était très heureux. Et c'est avant tout pour ça que doivent être faits ces moments pour que les personnes puissent s'essayer à des pratiques et pourquoi pas par la suite franchir le pas et aller vers un club sportif qui pourra les accueillir dans le cadre de leurs pratiques un petit peu plus quotidiennes. Mais en tout cas, voilà, on a cette volonté d'amener aussi dans l'espace public la pratique parasportive, de la rendre visible, de la rendre accessible par la possibilité de s'y essayer tout simplement. L'intérêt de la pratique, il est du coup en initiation, comme le disait Sylvain, mais aussi en démonstration. Quand on vient dans une journée comme celle-ci, événementialisée, l'idée aussi, c'est aussi d'avoir des temps forts. Et c'est pour ça qu'on a mobilisé des athlètes internationaux, français ou pas, pour tenter d'avoir la démonstration impactante. À l'image ici, c'est Marcus Rehm, je ne sais pas si vous le connaissez, mais du coup, c'est un athlète paralympique allemand qui a le record mondial en saut en longueur. Et l'anecdote, par exemple, en l'occurrence, c'est qu'il est double amputé fémoral, tibial, pardon, et que ses sauts vont aussi loin à quelques centimètres près, mais peut-être qu'il les dépassera un jour que les records olympiques. C'est une spécificité ici pour cette catégorie de handicap, et c'est un exemple, mais on en avait d'autres. On a eu Perle Bouge, française, qui est venue s'essayer à faire, et qui a battu d'ailleurs le record du monde sur rameur sur l'édition 2022. On avait Marie Patouillet, que vous avez vu juste avant, pour ceux qui étaient là, avec Decathlon, qui était venu. Bref, on avait beaucoup d'athlètes mobilisés qui venaient, au travers des démonstrations, enrichir cette journée-là et dépasser un peu l'univers de la pratique au travers des choses sportives. Et des rencontres avec des athlètes, évidemment, dans la continuité de ce que dit Boris, des athlètes, des para-athlètes que l'on a vu briller désormais aux Jeux paralympiques, qui sont beaucoup plus connus. Vous avez pu les célébrer pour certains d'entre vous au Club France aussi. Bah, l'idée, c'est évidemment de pouvoir partager sur leurs performances, sur leur parcours, sur leurs ambitions futures, et puis de susciter l'envie et l'émotion justement autour de ce qu'ils ont vécu, de moments forts, de très belles performances. Et là aussi, c'est des moments dont le public est particulièrement friand et il y a une vraie demande en fait pour la rencontre de ces parathlètes qui ont désormais une autre dimension après ces Jeux paralympiques et qui sont particulièrement connus et reconnaissables. Et avec, avant de passer sur l'expérience, pour te compléter, un volume assez impressionnant, mais parce qu'en fait, la journée paralympique est dans un cadre commun de cette équipe de France unifiée. Peut-être que vous n'avez pas tous cette information, mais aujourd'hui, on a une seule équipe de France olympique, paralympique, actuelle, jeune ou retraitée. Et en fait, on mobilisait sur cette journée-là, elle a rassemblé tout le monde. On avait des athlètes de l'équipe de France 98 qui sont venus jouer avec, ici, on a un athlète de cécifoot, et s'essayer ensemble à la pratique de cécifoot avec du grand public. On avait Florent Manodou qui est venu faire du basket avec les athlètes de l'équipe de France de basket fauteuil. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une journée qui rassemble large et tous les athlètes, toutes les athlètes se sentent concernés au sein de cette même équipe de France. Et ils contribuent du coup à des expériences immersives. Il y a la pratique sportive, mais aujourd'hui, il y a plein de façons de pratiquer. C'est aussi une question d'accessibilité par ailleurs. Et du coup, les villages partenaires enrichissent l'expérience proposée
durant la journée paralympique. Ici, c'est une animation qu'on avait montée en images avec EDF où on pouvait faire de la course dans un fauteuil d'athlétisme. Le fauteuil d'athlétisme, c'est pas du tout le même fauteuil qu'on peut avoir en fauteuil roulant, c'est un fauteuil où on est allongé, par exemple. Et on pouvait se projeter dans l'expérience contre Pierre Ferbank, un athlète français, et on pouvait essayer de concourir et essayer de le battre dans un stade en réalité virtuelle. Peu y arrivaient, mais c'est normal, c'est un athlète. Mais vous dire qu'en fait, ça rassemble aussi des acteurs qui, à l'image du Salon du Parasport, contribuent au sport. Nos partenaires économiques, on avait Decathlon qui proposait des animations, mais pas que. On a les fédérations qui viennent au-delà des initiations sportives, proposer des programmes. La ville de Paris, en l'occurrence, avait un programme des clubs para-accueillants, mais qui rejoint la question de sa politique parasportive. Et donc voilà, c'est de voir plus large le temps de cette journée sur la pratique, mais pas que, mais pour permettre au grand public de découvrir et s'amuser tout au long de cette journée. Et puis, regarde, de tout ce qu'on vient d'évoquer, et vous l'avez vu aussi sur les images de la vidéo, il y a un caractère évidemment festif sur cette journée paralympique. Et quoi de mieux pour venir renforcer ce caractère festif, justement, que d'avoir une programmation culturelle qui vienne enrichir ces moments, qui vienne aussi donner d'autres tempos, d'autres rythmes. On l'a vu là aussi au Club France, où la programmation culturelle permet de donner une autre impulsion, de rentrer dans le cœur de la fête, dans le cœur de la célébration. Et c'est ce que l'on souhaite sur cette journée paralympique 2025. Et cette mobilité, quoi, ces 6 piliers, ils vont aussi permettre de mobiliser tout public. On vous partage ici le succès des 2 précédentes journées, où on a rassemblé 25 000 personnes sur l'édition 2022 Place de la Bastille et 17 000 personnes en 2023 sur la Place de la République. Le différentiel, il s'explique notamment parce que sur l'édition 2022, on avait rattaché avec le programme de Orange dans le cadre des Jeux de Paris 2024 le marathon pour tous. Et donc, il y avait une édition de course qui avait mobilisé aussi des coureurs. Mais c'est pour vous dire la diversité de public qu'on a. En soirée, lorsqu'on avait Mid ou Chila qui chantait, on n'avait pas forcément le même public familial qu'on pouvait avoir en journée quand on venait s'essayer aux pratiques. Bref, on avait vraiment tout type de public et on rassemblait large au sein, en l'occurrence ici, de la ville de Paris, mais de la ville dans laquelle on sera. En mobilisation, du coup, on a la mobilisation populaire, mais on est bien aussi sur une journée nationale. L'idée, c'est que les gens présents dans le bassin de vie profitent de cette journée localement, mais que cette journée rayonne. Et on peut voir que les chiffres de retombées presse sont super intéressants. Sur cette journée, on avait 125 plus de 125 journalistes accrédités par édition, énormément d'interviews, des plateaux TV sur place, une vingtaine d'influenceurs qui ici sont mis dans les retombées presse, mais contribuent aussi sur les expériences. On avait par exemple Redouane Bougueraba ou Hakim Gemini, 2 stand-uppers assez connus, qui sont venus s'essayer au Cécifoot ou rencontrer des athlètes. Artus, que certains connaissent notamment parce qu'il est assez impliqué dans la question du handicap et le film qu'il a vu faire, et qui viennent enrichir cette journée-là et donner un rayonnement aussi national ou international selon leur dimension, mais national, c'est déjà bien. Et sur ces campagnes-là, on a touché énormément de monde. Alors, elles sont diversifiées. On a l'affichage avec le soutien de la collectivité, on en reviendra, mais différentes campagnes qui font qu'on a touché largement plus d'1 million de personnes via cette campagne de communication. Et ici, on ne parle pas de l'ensemble des contenus qui ont pu être créés et qui, cumulés, dépassent les 25 millions de vues. Donc, on parle bien d'un impact super important pour visibiliser cette journée et on en est très fiers. Cette stat, elle est intéressante sur cette dernière. Alors, sur l'édition 2022 et 2023, il y avait toujours une annonce rattachée à ça. C'était le match retour du concept des Jeux de Paris 2024. Il y avait le lancement de la billetterie paralympique son succès est arrivé en réalité assez tardivement à l'approche des Jeux paralympiques sur la commercialisation et c'est assez connu. Mais ce chiffre-là, c'est l'équivalent, ça dépasse 5 semaines olympiques et paralympiques en vue cumulée ou en retombée presse. C'est dire l'importance quand même d'un événement comme celui-ci. Et puis, donc, dans la continuité de ce qu'évoque Boris, évidemment, le traitement médiatique, et ce qu'on a pu constater, c'est que ce traitement médiatique, il dépassait le cadre paralympique. C'est-à-dire que les médias s'intéressaient aussi à des sujets qui vont au-delà
de la dimension paralympique et sportive, on était dans des dimensions d'accessibilité, dans des dimensions de politique publique, de qu'est-ce que font les collectivités aussi en matière de sport handicap. Donc c'est un véritable outil de rayonnement qui permet de mettre en avant en fait toutes les actions qui sont mises en place par les collectivités et qui permettent d'œuvrer au développement de la pratique. Et ça, c'est des choses qui, on en est convaincu, vont perdurer en fait en matière de traitement médiatique puisque ça a évolué dans la façon dont on appréhende la pratique parasportive. C'est-à-dire on le joint à véritablement d'autres dimensions dont les collectivités s'emparent aussi en matière de programmes de politique parasportive. Et c'est toujours moi. Du coup, on entre dans le vif du sujet parce qu'on est au summum du teasing qu'on pouvait faire avec vous. On va vraiment parler de cette troisième journée paralympique désormais et vous présenter le concept de cette troisième journée. Alors, on l'inscrit dans la continuité des jeux. On parle beaucoup d'héritage, hein, si vous avez fait toutes les conférences jusqu'à présent. On souhaite l'inscrire vraiment dans la continuité, au J plus un an, après les Jeux paralympiques, justement. Et donc, c'est la période, en tout cas la fenêtre que l'on a identifiée, mais on va vous préciser ça dans les slides qui arrivent tout de suite. On parlait beaucoup des partenaires qui ont contribué à la aux journées paralympiques passées, et c'est vraiment l'idée. C'est de se dire que c'est une co-organisation entre le comité paralympique et la collectivité haute, et c'est un modèle qui a fonctionné. Ici, dans les exemples qu'on a avec la ville de Paris, c'est de se dire qu'on s'appuie sur la force de chacun. On présentera ce que nous on apporte, ce que la communauté doit apporter. Mais typiquement, c'est la mise à dispo de la place publique, c'est une place iconique comme celle de la place de la République, comme celle de la place de la Bastille. C'est un appui aussi sur les services de la collectivité, typiquement sur la journée paralympique. Quand les journées paralympiques passées, pardon, on pouvait s'appuyer sur les moyens dont disposait la collectivité. Donc c'est de l'affichage dans son réseau, ici c'est le métro, mais urbain, c'est la mise à disposition par contre de la place publique, c'est le nettoyage de la place après l'événement, et autant d'éléments qui viennent rendre faisable une journée comme ça. L'événementiel est très très cher, et c'est autant de choses qui nous permettent de co-construire un événement réellement et de discuter aussi des éléments qui en sont son contenu. L'idée, c'est pas juste d'apporter des pierres de faisabilité en ingénierie, c'est aussi d'être content de ce qui est proposé et qu'il y ait un intérêt localement en son sens. Alors, quelques éléments un petit peu plus concrets. Quelle date ciblée? C'est la rentrée 2024 et ça, c'est précisément ce qui sera déterminé avec la collectivité haute. On a eu 2 journées qui sont tombées le 8 octobre, mais c'était vrai, c'était voilà, plus un hasard du calendrier. On avait plus une fenêtre globale, on n'avait pas voulu volonté particulière de l'inscrire sur un jour particulier. Ça, c'est des choses qui seront à déterminer avec la collectivité qui sera haute pour cette journée paralympique 2025, bien entendu. Quel format? Un jour ou 2 journées? Là aussi, ça fait partie des éléments de discussion samedi ou dimanche. C'est ce qui permet de drainer un maximum de public, évidemment. Et on peut aussi avoir des alternatives avec un vendredi et un samedi. On sait qu'aussi, il y a un enjeu auprès du public scolaire. Lorsque l'on positionne ça en vendredi, ça permet de déployer certaines actions qui sont toujours intéressantes, de travailler en proximité avec notamment le monde scolaire. Voilà pour la date et le format. Peut-être passer aux engagements. Yes, et sur les engagements, ce qu'on vous disait, c'est dans ce procédé gagnant-gagnant, en tout cas complémentaire entre nous, comité paralympique, et la collectivité sur laquelle on reviendra juste après, c'est se dire que le premier des engagements, c'est qu'on participe à hauteur minimum de 400 000 euros dans cette journée paralympique, donc majoritairement le financeur principal sur la journée, sauf à très belle surprise, et auquel cas on est très ouvert à ce que ça soit, qu'on devienne minoritaire, mais voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de projets aujourd'hui d'événements gratuits au sein des collectivités où vous avez des contributeurs à hauteur de 400 000 qui viennent pour leur propre événement. Ensuite, c'est de gérer la coordination générale de l'événement, de lancer l'appel d'offres, de désigner l'agence et de coordonner ce projet, comme ça a pu être fait sur les précédentes journées paralympiques ou pendant le Club France cet été. De mobiliser son réseau. Aujourd'hui, le comité paralympique, c'est un réseau de fédérations et d'acteurs du mouvement sportif, aussi des partenaires privés qui ont une vraie contribution. Si elle n'est pas financière, elle est en ingénierie, elle est en expérience, en tout cas dans l'enrichissement de ces journées. Et enfin, bien sûr, de ces athlètes qui sont un peu la vitrine et le cœur de cette journée-là. Et enfin, et on le disait, c'était de maintenir
un événement gratuit et ouvert à tous. Et j'en oubliais un, pardon, qui était de coordonner la campagne de communication nationale en lien avec la collectivité sur ces enjeux, bien évidemment. Les engagements de la collectivité haute, on est sur une mise à disposition gracieuse de l'espace public, on est sur une facilitation de la réussite de l'événement, notamment en mobilisant les différents services de la collectivité. Ça, Boris, tu l'as un petit peu évoqué. Contribuer à hauteur de 5 000 euros minimum à l'organisation de l'événement et puis mobiliser, coordonner les acteurs sportifs, associatifs et culturels au niveau local, parce que ça, c'est évidemment un élément de réussite. Là aussi, on en a parlé tout à l'heure de cette journée paralympique. On présentait quelques points, mais l'idée, c'est pas de s'arrêter à ces quelques critères, c'est vraiment de co-construire. Donc, on a listé ce qui nous paraissait essentiel et important. Maintenant, bien sûr, on peut apporter plus de choses ou moins de choses si on ne l'est pas. Mais tout ça est un point de départ à la discussion pour celles et ceux qui sont intéressés. Malgré tout, on déterminera le lieu selon quand même quelques critères. Vous avez vu l'ampleur des journées paralympiques passées avec tout en restant humble, en espérant qu'elles auront un grand impact dans le futur, peut-être avec moins de personnes, mais en tout cas avec une grande visibilité nationale. On est forcément dans l'après-jeu, donc on ne peut pas avoir les mêmes ambitions. Pour autant, elles restent grandes. Et donc, du coup, la nature et l'ampleur des engagements de la collectivité dans la coordination sera un critère de choix, forcément. Se dire qu'aussi où se déroulera cette journée paralympique et le lieu proposé sera un autre critère. En l'occurrence, la place de la Bastille ou la place de la République sont deux places iconiques. On n'était pas, sans rien enlever, au Bois de Vincennes, qui est un très beau lieu, mais c'est un lieu qui visuellement est impactant et donc du coup joue dans la visibilité que peut avoir cet événement au niveau national. Et enfin, la pertinence de la date proposée par la collectivité. Vous avez des enjeux qui font qu'on peut discuter de la date. Ça peut être lié à un millésime, lié à un passage de la flamme, lié à je ne sais quelle raison. Et le dernier exemple que je donne est une vraie question. Typiquement, il y a des questions de faisabilité associées. S'il y avait un enjeu de le jouer avec le passage de la date, de la flamme chez vous, typiquement, si c'est le 2 mai, bon, bah, le 2 mai va peut-être arriver un peu trop tôt en termes de faisabilité. Si c'est le 15 juillet, bon, c'est peut-être pas la date la plus souhaitable pour faire un événement grand public. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a des éléments de discussion et que tout ça sera au cœur des discussions à avoir avec les collectivités qui pourraient être intéressées. Se dire qu'aussi que c'est pas un petit événement et que du coup vous avez peut-être besoin de plus d'informations que les éléments qu'on a dans cette présentation qui est assez succincte et que pour celles et ceux qui sont intéressés, on vous passera un contact et on complétera ça par une documentation, par un cahier des charges qui permettrait d'avoir un peu plus d'éléments quant à l'intérêt et l'étude de faisabilité que de recevoir la journée paralympique. Et puis très rapidement sur le calendrier, avant de passer aux questions, il nous restera un peu de temps pour prendre les questions éventuelles que vous auriez à nous poser sur cette journée paralympique 2025. On est en plein dans le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est à partir d'aujourd'hui qu'on lance le processus. L'envoi du cahier des charges aux collectivités intéressées se fera en décembre 2024. On va y être très vite. Et puis ensuite, en dialogue, c'est important. On a insisté dessus, mais c'est vraiment de la co-construction qui va se nouer avec la collectivité qui sera retenue pour affiner les collectivités qui seront intéressées déjà pour affiner les projets. Et puis ensuite, on sera dans la désignation de la collectivité haute en février 2025 pour se mettre à pied d'œuvre et avancer ensuite sur la construction concrètement de cette journée paralympique avec une fenêtre de tir autour de la rentrée 2025 dans la continuité du J plus un an des Jeux paralympiques. Et enfin, du coup, le mail contact événement at france-du6paralympique.fr pour nous contacter si jamais vous avez des questions, besoin de documentation, juste manifester un intérêt dans un premier temps pour pouvoir ensuite recevoir potentiellement cette belle journée paralympique. Voilà, et puis aussi vous préciser qu'on a un stand CPSF, Comité paralympique et sportif français, qui est juste là-bas en B88, allée B et stand 88. Et évidemment, on est à votre disposition pour échanger autour de ce projet qu'on a été très heureux de vous présenter. Et puis, il nous reste, je crois, un tout petit peu de temps pour prendre une ou deux questions. Donc, n'hésitez pas s'il y en a à lever la main. Et puis, on vous passe le micro.
Merci beaucoup. Alors, je suis Jonathan Roman de Tous au Sport Édition. Euh, alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que vous parlez d'une journée paralympique en région, est-ce que c'est complètement exclu pour les communes franciliennes, d'une part, et d'autre part, est-ce que, alors, pour s'ancrer un peu dans l'héritage que vous avez évoqué précédemment, est-ce que vous avez déjà quelques retours sur l'augmentation des, des pratiquants de parasport, que ce soit à côté sport adapté, que ce soit à côté handisport. Et dans le même état d'esprit, est-ce que vous avez déjà eu une montée un peu en gamme des clubs inclusifs, enfin, des clubs qui s'inscrivent dans le programme club inclusif suite aux Jeux paralympiques? Voilà, je vous remercie. Je vais répondre au début, tu prendras sur la fin. Euh, alors, non, on n'exclut personne d'entrée de jeu. L'idée, c'est bien de voir un peu toutes les possibilités. On ne vous cache pas que l'idée, c'était quand même de s'éloigner du territoire dès lors qu'on quittait Paris, quoi, de s'éloigner dans le territoire plutôt en quittant Paris. Maintenant, non, on est fermé à rien et au contraire. Sur la question de l'augmentation des licenciés, je n'ai pas la stat pour être honnête, peut-être tu l'as Sylvain, je ne sais pas, sur handisport et sport adapté. Pour autant, en fait, on ne sait pas sur les autres pratiquants, dans le sens où on n'a pas forcément dans l'augmentation des licenciés la spécificité ou non de situation de handicap ou non. Pour autant, c'est sûr qu'il y a une augmentation et liée notamment au programme Club Inclusif que vous évoquiez, sur lequel Sylvain, tu veux revenir. Oui, non, pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'on constate aussi cette volonté de plus de pratique parce qu'on a une mobilisation des clubs autour de notre programme Club Inclusif qui permet d'accompagner des clubs dans l'accueil de personnes en situation de handicap. Et justement, c'est aussi un des curseurs qui nous montre que à la fois les collectivités souhaitent mettre en place ce programme parce qu'il y a une véritable demande sur les territoires et qu'on a un vrai besoin de monter en gamme en matière d'accueil de personnes en situation de handicap pour les clubs et que les clubs ont besoin d'être accompagnés dans tout ça. Donc c'est notamment ce à quoi répond notre programme Club Inclusif. Mais si ça vous intéresse vraiment, on aura l'occasion d'en parler dans la conférence qui vient juste après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Florent Trémont, du coup, du Comité olympique du Pas-de-Calais, du CDOS Pas-de-Calais, pardon. J'avais une question par rapport au côté du financement, notamment de la collectivité. Est-ce que c'est 100 000 euros minimum de cofinancement et donc ça peut être un EPCI potentiellement qui peut participer aussi avec la collectivité, enfin la mairie? Ou est-ce que c'est vraiment la mairie qui doit faire cet investissement là? Ce n'est pas forcément la réponse. L'idée, c'était que c'est pas forcément une mairie par ailleurs. On était imprécis dans la dimension de la collectivité parce que ça peut être aussi un projet départemental, régional, en lien avec une politique territoriale ciblée. Non, non, c'est un ordre de grandeur. Ça peut être un projet coporté par ailleurs. Ça peut, quoi, voilà, on n'est pas fermé malgré tout. C'est vrai que la simplicité du modèle irait vers un monofinancement d'une grande métropole, par exemple. Et je terminerai, puisqu'on a déjà dépassé le temps, juste en précisant que nous, ce qui nous importe, on est ouvert au cofinancement, mais derrière, c'est qu'il puisse y avoir en fait un ancrage sur une ville. La journée paralympique doit se dérouler sur une ville, sur un lieu iconique, on l'a évoqué, et une ville, un nom de ville doit être associé à cette journée paralympique. Alors après, si il y a plusieurs partenaires, plusieurs collectivités qui se classent dans ce projet et qui sont d'accord pour l'identifier sur un territoire, sur le territoire d'une ville, on étudiera évidemment avec attention la possibilité. Voilà. Merci à toutes et tous et puis on reste à disposition pour échanger avec vous si vous le souhaitez.